Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 26 août 2020. Au sommaire ce soir. Cet été, nos départements ont connu des températures caniculaires. Et pour protéger nos aînés de ces vagues de chaleur, les municipalités et les associations s'associent pour agir directement sur le terrain, pour aider les personnes les plus fragiles. Exemple du côté d'Aix-les-Bains dans ce journal. Et puis nous resterons à Aix-les-Bains où Aix-Maurienne Savoie Basket est de retour à l'entraînement. Après une saison tronquée, les dirigeants ont procédé à une large revue d'effectifs avec 6 nouveaux joueurs. Mais avant de développer ces titres, on débute cette édition avec un fait divers. Un coup de feu a provoqué un rapide mouvement de panique en plein centre-ville d'Annecy, ce mercredi vers 11h. Un homme de 75 ans a tiré sur une jeune femme psychologue dans la salle d'attente de son cabinet, situé au 68 de la rue Carnot, près du centre Courrier. Le secteur a été rapidement bouclé par une quinzaine de militaires, comme vous pouvez le voir sur ces images signées Fanette de Buisson. L'agresseur a été désarmé par l'époux de la victime qui était présent sur les lieux, nous a indiqué la procureure dans l'après-midi. Les autres patients présents n'ont pas été blessés. Le forcené, lui, a été interpellé lors de sa fuite et a été placé en garde à vue pour des faits d'assassinat. La jeune femme, évacuée à l'hôpital d'Annecy, est décédée en début d'après-midi. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Avec des températures frôlant parfois les 40 degrés, la Savoie a été placée au niveau 3 du plan départemental canicule. La mairie d'Aix-les-Bains avec le CCAS et en collaboration avec l'association L'Ordre de Malte s'organise depuis le 15 juin pour venir en aide aux personnes âgées. Bonjour Marcel, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Chantal, je vous appelle pour le plan canicule. D'accord. Vous allez bien ce matin? D'accord. Alors, moi je vais vous donner quelques conseils pour la matinée. Vous sortez ce matin, mais pas dans la journée. Vous buvez bien, vous fermez vos volets et vous restez bien au frais. Cette année, 50 personnes sont inscrites sur le registre canicule du CCAS. Pour s'assurer qu'elles sont en bonne santé, les bénévoles les appellent régulièrement et se rendent à leur domicile si besoin. Petite particularité de cet été, la ville donne des paniers de légumes aux personnes les plus fragiles inscrites sur le registre du CCAS. Je viens chercher le panier fraîcheur. On retrouve Chantal. Cette fois-ci, elle rend visite à Daniel, bénéficiaire des paniers de légumes et inscrite sur le registre du plan canicule. Bonjour Antoine, je viens vous apporter votre panier fraîcheur. Merci, c'est super sympa. Vous apportez tomates. Objectif, livrer les légumes et rappeler les gestes à adopter pour se protéger contre les fortes chaleurs. Par contre, avec la chaleur, vous restez bien enfermé. Cet après-midi, vous fermez bien vos volets. Voilà, et vous buvez bien toute la journée. Les conseils que Daniel s'applique à respecter. Déjà de me protéger par la chaleur, de boire, même si j'ai pas soif, et puis de me rafraîchir moi-même. Et c'est vrai que avant je ne le faisais pas, ça. Puis ça me rassure, mais surtout une grande richesse de me dire t'es pas toute seule, Daniel, tu vois. Il y a quelqu'un qui pense à toi. À Aix-les-Bains, les plus de 75 ans représentent 15% de la population contre 10% à Annecy. Veiller à cette population vulnérable est donc une priorité pour la mairie. On va vraiment pouvoir mettre en place des choses peut-être plus pérennes et plus faciles avec des protocoles qui seront bien établis. On va faire des fiches actions avec tous les partenaires sociaux, les associations, le CCAS, la mairie, la ville, tous ensemble pour une ville handibienveillante et bienveillante pour tous. Si la météo le permet, le plan canicule devrait s'achever le 15 septembre prochain. Depuis plusieurs jours déjà, nous avons des contacts tant au niveau des autorités sanitaires qu'aussi au niveau du secrétariat d'État à l'Union européenne. La réponse de Berne, c'est on temporise. Donc c'est le message que j'aimerais donner ce soir. Pas de panique. C'est vrai que théoriquement, le seuil a été dépassé. Ce n'est pas un enclenchement automatique de la mise de la France sur la liste rouge. Berne s'est engagé à dialoguer avec les cantons. J'ai vu tous mes homologues romans encore ce matin. Tout le monde est sur la même ligne. Il faut une application pondérée et souple. Cette ordonnance, elle a été prévue pour les retours de voyageurs. Elle n'a pas été prévue pour un fonctionnement transfrontalier quotidien comme nous le vivons dans le Grand Genève. La situation est un peu ambiguë. Est-ce que vous confirmez que les frontaliers seraient exemptés de toute quarantaine ? Alors, par définition, puisqu'une quarantaine, c'est une obligation de rester chez soi. Et donc là, on l'a vu avec l'Espagne. Par exemple, les Suisses qui rentraient d'Espagne devaient rester chez eux. Ou les résidents genevois, d'ailleurs, pour être plus précis, les résidents suisses. Or, un frontalier, par définition, il vient la journée à Genève, puis il repart chez lui. Donc, à notre sens, à première lecture, cette ordonnance ne s'applique pas du tout aux frontaliers. Maintenant, on aimerait que le FSP le confirme, dans quel cas cela orienterait le débat. Il pourrait y avoir d'autres conséquences pour le tourisme d'affaires, le tourisme tout court.
Et pire encore, et c'est ce qui m'inquiète, c'est les Genevois qui iraient voir leur famille en France ou faire un tour le week-end, leur résidence secondaire, bref, qui ont une activité un peu comme ça de proximité avec la France voisine et qui devraient à leur retour se mettre en quarantaine 10 jours. Ça nous paraît disproportionné. Enrochement, tracé du lit du Nant-d'Armancé rectifié, seuil en enrochement bétonné, les travaux de sécurisation du cours d'eau réalisés par le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents sur la commune de Contamine-Montjoie sont terminés. Des travaux en amont de la commune plus que conséquents dont l'objectif est de limiter les effets parfois catastrophiques des crues estivales. En réalisant une plage de dépôt susceptible d'accepter une lave torrentielle de 250 000 m3 correspondant à un événement centennal, l'ouvrage doit désormais protéger les biens et les personnes situés en aval du cours d'eau des risques d'inondation. On sait malheureusement avec le réchauffement climatique que les glaciers ont reculé, les moraines glaciaires sont déstabilisées. On sait que les gros orages d'été maintenant emmènent plus de boue que d'eau et c'est ce qui donne ces phénomènes de lave torrentielle avec ici encore une fois un petit ruisseau qu'on traverse en basket aujourd'hui et qui en 2005 a fait descendre 200 000 m3 de cailloux, de rochers qui auraient pu tuer les gens. Responsabilité. Responsabilité. C'est-à-dire, en dépit des difficultés, on l'a dit, de réalisation, les charrois de camions, en dépit de l'aspect qui méritera vraisemblablement d'être amélioré, d'être végétalisé, le fait de dire, ça n'est pas parce qu'il y a des difficultés, ça n'est pas parce que ça peut être mal perçu par les uns et les autres, qu'il ne faut pas que nous engagions cet ouvrage, cette réalisation et que nous assumions nos responsabilités. Donc c'est le sens des responsabilités. Au cours des 100 dernières années, 5 laves torrentielles ont été recensées sur le Nant-d'Armancé. Le 17 septembre 1964, le volume des matériaux apportés par la crue avait été estimé à 120 000 m3. À cette date, un lac de 500 mètres de long s'était formé sur le Bon Nant en amont de l'arrivée des laves torrentielles. La dernière en date, la crue du 22 août 2005, a été plus que conséquente, avec un apport de matériaux apporté par le torrent de l'ordre de 160 000 m3, avec des blocs de plus de 100 m3, entraînant la formation d'un lac sur 300 mètres de long. 2005, 2020, 15 ans, peut-être cela n'arrivera-t-il pas dans les 10 ans qui vont venir, mais cela peut arriver dans les 2 ans qui viennent. Donc un chantier comme celui-là, tant qu'il n'est pas là, eh bien, on espère que la nature sera clémente. Et puis une fois qu'il est là, on se dit que, à tout le moins, sans garantir absolument de protéger de tout danger, nous aurons agi pour mettre en sécurité les populations, ce qui est l'objet notamment du syndicat SM3A. C'est clair qu'aujourd'hui, de savoir que les services techniques, les services départementaux nationaux nous soutiennent, nous apportent leur expertise pour nous protéger, en tant que maire responsable de la sécurité, je pense que c'est effectivement extrêmement important. Ça n'empêche pas que les responsabilités restent, mais d'avoir ce support et ces structures pour nous aider, bien évidemment, c'est une vraie assurance pour moi en tant que maire, mais je pense tous mes confrères sur les zones où il y a des risques de ce type. Ce chantier s'inscrit dans le cadre du PAPI, Programme d'action et de prévention des inondations de l'Arve. Il est à ce titre financièrement soutenu par l'État et par le département de la Haute-Savoie. Le reste de la somme engagée étant, quant à lui, supporté par l'ensemble des habitants du bassin versant au titre de la compétence GEMAPI. Coût de l'opération, 2 millions d'euros. Entrez dans les jardins du château de Menton-Saint-Bernard comme dans un conte de fées. L'histoire commence au coucher du soleil. Des familles ou amis viennent s'installer aux tables dans une ambiance bucolique. Alors le festival à la base c'était un festival de théâtre contemporain. On s'est dit que ce lieu qui était quand même assez incroyable, un lieu d'histoire, un lieu millénaire, on pouvait s'en servir pour mettre en valeur des choses très contemporaines, des choses très modernes. Et c'est un peu comme ça qu'est née l'idée. Et après on s'est dit petit à petit pourquoi pas faire de la bouffe. On a un ami qui est cuisinier, qui est un chef turc, du coup qui s'est mis un petit peu, qui est là, Emre. On a des connaissances photographes qui font de la musique, etc. Et c'est comme ça que ça s'est monté. Donc après c'est un peu de bric et de broc. Mais en vrai ça fait quelque chose qui est sympa, quoi, qui est convivial et familial. Repas et boissons servis, la soirée est lancée. On commence avec un concert, l'histoire d'un couple qui se rencontre, s'aime et se quitte au son des grandes chansons d'amour. Et c'était comme si tout recommençait. La vie, l'espérance. Ils ont passé la nuit
l'un contre l'autre, ils ont dormi. L'amour, c'est très important. C'est important tout le temps, c'est universel et c'est intemporel l'amour. Après, je pense qu'en ce moment, effectivement, on vit dans un monde où on met beaucoup les gens en compétition et apprendre aux gens à aimer l'autre, mais aussi, c'est important, mais aussi dans la construction de soi. C'est très important, voilà, apprendre à se remettre d'une rupture, apprendre à apprécier ce qu'on a. Et voilà. Puis le soleil se couche et après l'histoire d'amour, c'est l'apocalypse. Sur scène, 2 comédiens se retrouvent dans un bunker après une attaque nucléaire, confinés, ensemble, mais toujours seuls, l'un face à l'autre. Il n'y a pas d'incidence sur ce qui est bien ou mal. Et justement, c'est peut-être dans des moments comme ça que c'est important de... Je veux dire, c'est pas parce qu'un taré a largué une bombe que tu dois te comporter comme un enfoiré. On joue. J'aimerais qu'on avance, Louise. Redonne-moi la description. Ce qui résonne aussi beaucoup dans la pièce par rapport à la situation, c'est aussi l'information, qu'est-ce qu'il y a dehors, comment on fantasme sur cet extérieur et comment on tourne en rond, voilà, comment on s'occupe, comment on fait des choses pour pas devenir fou, quoi. Et comment on devient fou aussi. Voilà. Mais ce qui est l'information, ce qui est vrai, ce qui est faux, la réalité, le fantasme, en fait, c'est tous les sujets de la pièce et c'est vrai que ça résonne beaucoup aussi aujourd'hui. Entre amour passé et futur dystopique, le Toujours Festival interroge les émotions, les inquiétudes. Il offre une introspection en ces temps si particuliers, le temps d'une soirée. Pour cette saison d'après-Covid, Aix-Maurienne Savoie Basket a fait sa petite révolution. Durant l'intersaison, pas moins de 6 nouveaux joueurs ont intégré les rangs savoyards. Car après cette saison tronquée, ce renouvellement était devenu nécessaire. On est un club qui peut... qui est là, je dirais, quelque part pour mettre des joueurs, permettre à des joueurs de se valoriser, de se montrer. La saison dernière, on a démontré de très bonnes choses. On a aussi été un petit peu irrégulier, ce qui nous a un petit peu empêché de valider les très très bonnes choses qu'il y a eu. Mais on a des joueurs qui étaient complètement inconnus pour certains. Ces joueurs-là, on leur a fait des propositions. Malheureusement ou heureusement pour eux, quelque part, ils ont été sollicités par des clubs soit plus argenté, soit d'un standing supérieur. Donc moi, je peux vivre avec ça, on sait que ça fait partie du jeu. Comme chaque année, au vu de son budget, AMSB sera considéré comme un des petits poussés de l'antichambre de l'élite du basket français. Et pourtant, Emmanuel Schmitt, qui entame sa 2e saison en tant qu'entraîneur, nourrit quelques ambitions. C'est évident que si on raisonne en termes de moyens, on va vous tenir le discours habituel. Maintenant, je crois qu'on a démontré l'année dernière, et on l'a vu, qu'on était capable de rivaliser avec tout le monde. Le club fait l'effort de s'installer dans une dynamique générale de progression. Il y a de l'ambition. Maintenant, vous donnez une ambition chiffrée, je vais pas aller dans ce sens-là, mais en tout cas, on va jouer chaque match avec l'ambition de le gagner, et puis on verra. Mais oui, si on peut faire mieux que la 16e place, on ne va pas se gêner. Parmi les recrues, on notera l'arrivée d'Henri Kantonen, prometteur meneur finlandais. 2 Américains, AGS et Xavier Ford, fouleront les parquets de Pro B cette année. Aix-Maurienne pourra également compter sur un double champion de France de Pro A, à l'esprit revanchard en la personne de Fréjus Zerbo. Ça fait 2 ans déjà que je n'ai pas beaucoup joué. J'ai eu des pépins physiques, après il y a eu Voilà, j'ai pas beaucoup joué, donc du coup, j'apporte mon expérience, je vais apporter ce que je sais faire. C'est essentiellement pour ça je suis venu ici d'abord, sur le terrain. Après, il y a des jeunes aussi, il faut les encadrer, il y a un bon groupe, il y a une bonne ambiance. Voilà, donc je pense que globalement, je peux apporter mon expérience et ce que je peux apporter, que j'apporte d'habitude. La saison des Rouges et Blancs démarre officieusement ce week-end avec le traditionnel tournoi Aix-Riviera des Alpes. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Passez une très belle soirée, on se retrouve jeudi à 18h30 pour un nouveau JT.